Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. On passe l'été au jardin avec un bon barbecue et c'est dans l'épisode 88. Bonjour à toi, chère auditrice et auditeur, au micro c'est Marc et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors on continue avec notre série d'été des repas à l'extérieur et des barbecues. Cette fois-ci, comme promis, on va vous parler donc du barbecue avec la cuisson des viandes. Donc ça va être un épisode 100% non vegan. Désolé pour eux. Oui, ça c'est clair. Voilà, il faudra passer à l'épisode suivant si vous voulez. Ou peut-être un peu plus tard. Mais bon, il y a des substituts. Parce que dans l'épisode suivant, ce que je compte faire, c'est parler des épices et des marinades finalement. Parce que lorsqu'on a besoin de cuire une viande, il faut d'abord aussi l'assaisonner. Alors ici, finalement, on saute un petit peu les étapes en parlant de la température de cuisson. Parce que finalement, quand vous aurez l'épisode, vous pourrez commencer à cuire vos viandes. Mais je donnerai des précisions sur les marinades à sec, les marinades humides, les marinades minutes. Et nous ferons ça éventuellement dans l'épisode qui vient la prochaine fois. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que vous pouvez vous aussi recevoir la cuillère en bois parlercuisine.com qu'on a griffé spécialement avec notre nom dessus. C'est pyrogravé, donc ça passe le lave-vaisselle, ça passe la vaisselle. C'est un instrument de base pour cuisiner, l'ustensile peut-être que toutes les cuisinières devraient avoir. Vous pouvez en avoir une gratuitement chez vous. Je vous ai expliqué dans l'épisode précédent et je vous expliquerai à la fin de cet épisode encore comment vous pouvez l'obtenir. Et on a déjà eu un auditeur qui l'a demandé. Faut savoir que il y a eu 3 jours qui sont écoulés depuis qu'on a enregistré l'épisode précédent. Donc, il n'est jamais trop tard. Il en reste encore tout plein. Donc, voilà. Ça, c'était le petit message que je voulais passer. On n'a pas encore de questions supplémentaires. Pas de retour de la part des autres auditeurs sur la page Facebook. Oui, j'ai partagé 2-3 petits trucs avant qu'on commence. Guy, d'ailleurs, t'as vu que Kim Jong-un et notre ami Donald se sont rencontrés. Ils ont eu un repas, ils ont publié le menu. Bon, je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Non, je ne l'ai pas encore vu. Bon, c'est une espèce de mélange entre cuisine coréenne et cuisine américaine. Et c'est marrant parce que les médias américains ont tous relevé que comme dessert, il y avait de la glace Häagen-Dazs à la vanille. Et très peu ont relevé ils ont servi aussi de la tropézienne. La tarte tropézienne ? Oui, apparemment, la tarte tropézienne. C'est un petit clin d'œil à Brigitte Bardot, apparemment. Donc, j'en ai profité pour partager sur la page Facebook l'histoire de la tarte tropézienne qui a été apparemment nommée comme telle par Brigitte Bardot. C'est un dessert qui avait été créé à l'époque où elle a été tournée. Et Dieu créa la femme. Voilà. Et donc, retour au barbecue. Le barbecue, c'est un art facile, tout le monde pense qu'il peut le faire. Effectivement, il suffit de faire cuire un peu de charbon de bois ou mettre le feu au gaz ou bien de le brancher à l'électricité. On a vu les différents modèles dans l'épisode précédent. C'est vrai que moi, je le connais toujours. On voit l'image de l'homme qui s'occupe du feu pendant que la femme prépare les salades et prépare la mise en place. C'est une tâche que les hommes aiment faire. Hein. Oui, voilà. Et alors, le temps que ça chauffe, que ça prenne bien, que les braises deviennent couvertes de leur petite pellicule blanche, qui est généralement le signe à partir duquel on peut commencer à cuire la viande. Généralement, on boit l'apéro, on boit le rosé, on boit de la bière en Belgique. Le vin du barbecue, ça reste quand même traditionnellement le petit rosé. Et puis, une fois qu'on en a un peu trop bu, le soleil tape. Comme ça a pris un peu de temps, on a piqué dans les apéros. Et puis, et les apéros, c'est l'éternel sangria. Alors, la sangria, ça tape au soleil, comme on dit. Oui. Parce que souvent, elle est un petit peu rebaptisée. On achète la sangria comme base. Alors, c'est déjà un peu sucré, c'est doux, c'est agréable. Et puis, il y en a qui remettent de l'alcool ou de la liqueur dedans. Donc, évidemment, le degré alcoolique monte. Et comme on a chaud, on en boit un verre, puis un deuxième, et on ne boit pas des petits verres non plus. Cet apéritif, on boit des grands gobelets en plastique avec plein de fruits, mais surtout beaucoup de jus.
Et puis on en prend un, on en prend deux, on en prend trois, on en prend quatre, et puis finalement, on est prêt à chanter, quoi. Voilà, on s'y est pris un peu tard pour allumer le feu, parce qu'on sait jamais trop quand allumer le feu. On se dit qu'il y a qu'à l'allumer, puis mettre la viande dessus, puis ce sera cuit. Et puis l'erreur que je vois souvent et que je suis coupable d'avoir commise aussi, c'est d'avoir fait un peu n'importe comment, probablement par manque d'expérience, d'avoir allumé le feu. Maintenant, il existe comme ça des sachets avec les briquettes ou le charbon de bois déjà dedans. Il n'y a qu'à allumer les quatre coins, le mettre au fond et puis attendre que les braises soient prêtes. Et puis, on tape sa viande sur la grille. Et puis, la chaleur est trop vive. On le met trop près du feu. On se dit, oh, ça va pas assez vite. Donc, on rabaisse la grille. Et puis, paf, c'est brûlé autour. Et puis, on brûle. Voilà. Alors, comment peut-on faire et comment doit-on faire? Ça, c'est la bonne question, hein. Je rappelle déjà ce que j'ai dit lors d'épisodes précédents. Je suis un peu opposé à ces barbecues où il y a, je dirais, 20 sortes de viandes différentes. Je pense qu'il faut se contenter d'en avoir 3 ou 4 éventuellement, si on considère que les enfants doivent avoir une viande particulière. Mais je reste quand même un grand défenseur du barbecue à viande unique. Alors, j'ai acheté ici un livre un petit peu onéreux, mais qui est le fruit, qui est l'œuvre d'un champion du monde de barbecue américain. Je vous en ferai part parce que... C'est quel livre? Je donnerai les références la semaine prochaine avec les épices. Parce qu'en fait, c'est vraiment un champion du monde. Il y a des recettes fabuleuses. Bien sûr, ça sent l'Amérique parce que c'est un Américain qui a écrit le livre en question. Il y a dans ce pays, je dirais, un véritable culte, même une culture du barbecue. Entre certains États, hein, le Kentucky, c'est généralement des États un petit peu comme ça, Middle West, et les États qui vont vers le sud, hein, vers le Texas, forcément, c'est là où il y a de la viande. Et c'est surtout là où il y a du soleil. Ah oui. Mais alors, ils ont vraiment, ils poussent l'art du barbecue vraiment jusqu'au maximum avec des notions que nous ne ferions pas, par exemple. Ils vont utiliser des copeaux de bois de cerisier ou de poirier pour donner du goût. Il y a un goût particulier à la viande qu'on va cuire. Bon, ce que nous ne faisons évidemment pas, hein. Ils utilisent un mélange d'épices pour chaque viande. Ils ont vraiment des recettes de barbecue. Donc, ils cuisent une côte à l'os, c'est telle recette. Ils cuisent un train de côte, c'est telle autre recette. Ils vont cuire du bœuf, c'est telle épice. Ils vont cuire du poulet, c'est telle épice. Donc, ils vont cuire du veau ou l'agneau, c'est une autre épice. Ils vont préparer leur feu spécialement en fonction de la viande qu'ils vont cuire. Et alors, bon, bien sûr, ils vont préparer en fonction du type, non peut-être pas de la viande en tant qu'animal, mais je dirais de la pièce en tant que bête, parce que toutes les pièces ne se cuisent pas de la même manière. Ah. Il est évident que cuire, comme on le fait chez nous, une tranche de lard mariné, ou cuire quasiment un train de côte à l'os complet, ça ne se fait pas de la même manière, évidemment, hein. Donc, tout ça est évidemment préparé à l'avance. Il y a des concours qui se font où on goûte à la fois, je dirais, le goût, la cuisson, la présentation finale. Ils font même des mises en bouche et même des desserts au barbecue. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Mais ça, j'en reparlerai en parlant donc des épices et des marinades, et je vous donnerai à la fois, disons, quelques petites recettes, idées maison, et plus des idées de ces champions du barbecue. Alors, revenons un petit peu au point de cuisson. Alors, je dis les points de cuisson et non pas les appoints de cuisson, comme on l'entend quelquefois, qui est une erreur de langage. Je vais vous en citer quelques-uns, hein. Bon, il y a le bleu, je l'expliquerai évidemment chaque fois ce que c'est. Il y a le bleu, il y a le saignant, il y a l'appoint, il y a le rosé, il y a le bien cuit. Mais on trouve également, par exemple, dans les points de cuisson, une expression qui est cuit à la goutte de sang, hein. Je vais expliquer ce que c'est, ou bien qui est cuit vers cuit. Alors ça prend plutôt dans les écoles hôtelières, et je suis certain que la majorité de nos auditeurs n'ont pas entendu les deux dernières expressions. Alors je vais les éliminer tout de suite. Pourquoi? Parce que ça concerne un peu moins le barbecue. Quand on parle de cuit à la goutte de sang, on parle de petites pièces de volaille, je dirais comme des pigeonneaux par exemple, hein, ou éventuellement du magret de canard. Alors on cuit à ce moment-là la viande, je dirais une quinzaine à une vingtaine de minutes, hein, souvent c'est au four pour une petite pièce de volaille. Et puis après on la laisse reposer jusqu'à ce que le sang finisse par reperler. Et c'est de là que vient l'expression cuire à la goutte de sang. Et ça correspondrait un peu à une cuisson qui serait aux environs de rosé pour une pièce plus importante. Et puis alors vous avez la cuisson vers cuit. Alors là c'est vraiment une pièce qui est colorée mais qui est encore crue à l'intérieur et chaude. Et là je mettrai une assiette en photo d'un restaurant que j'ai pratiqué il y a à peu près 2-3 mois,
où là c'était du pigeonneau et c'était vraiment vert cuit. La viande était carrément crue tout en étant chaude malgré tout. Et c'est mais mangeable? quand on dit, c'est mangeable. Je vais dire honnêtement que je l'ai mangé. J'étais dans un restaurant étoilé, donc je ne me serais absolument pas permis de renvoyer la viande parce que je savais que ça devait être cuit comme ça. Mais il faut vraiment être un amateur de viande bleue, parce que je dirais que c'est même plus bleu que lorsqu'on demande un steak bleu au restaurant, quoi. Hein. Et d'autant plus que ce n'est pas pour un bœuf qui est une viande rouge traditionnelle, c'est pour du pigeonneau. Alors je sais que le pigeonneau, évidemment, c'est une viande rouge, mais c'était vraiment très cru. Hein. On aurait dit qu'il y avait vraiment que la peau qui était colorée, qui était d'ailleurs très bien colorée, le reste était vraiment cru. Alors heureusement qu'il y avait une sauce chaude, qu'il y avait des légumes, mais ça ne plairait pas à tout le monde, ça c'est clair. Alors, quels sont les points de cuisson traditionnels que l'on retrouve? Donc j'ai dit qu'on commencerait par le bleu. Alors le bleu, c'est un point de cuisson qu'on connaît chez nous en Europe depuis, moi je dirais, une quarantaine d'années. Et au début, quand je faisais mes études, et qu'on parlait de quelqu'un qui prenait une cuisson bleue, c'est un petit peu quelqu'un qui passait, peut-être pas pour un farfelu, mais je dirais pour un exotique, voilà, pour le dire autrement. Le point de cuisson habituel, le moins cuit pour le bœuf, c'était le saignant. Alors on arrivait avec le bleu, hein, et alors tout le monde disait, bon oui, mais ceux qui demandaient ça au restaurant, bleu mais chaud. Or il faut savoir que bleu mais chaud, ça n'existe pas. Évidemment, la notion, c'est à partir de quand est-ce que c'est chaud. Bon, j'ai déjà vu dans des sites ou sur des sites internet qu'on parlait de cuisson bleue avec une température inférieure à 35 degrés, enfin de 35 degrés pour la fourchette la plus basse. Ben, on est conscient que 35 degrés, c'est pas chaud, c'est tiède, tout simplement. Hein. Lorsqu'on se lave, on met de l'eau éventuellement dans son évier ou dans sa baignoire à 35 degrés, c'est de l'eau chaude, mais ce n'est pas vraiment chaud en bouche. Hein. C'est tiède, puisque quand on s'y plonge, on ne se brûle pas, évidemment. Alors, c'est plus froid que la température interne du corps sur humain. la température du corps, évidemment. Hein. Ben, c'est la température, 35 degrés, qui est à peu près celle du beurre clarifié quand on fait une béarnaise, pour donner un exemple. Hein. Bon, le beurre serait peut-être même encore un tout petit peu plus frais, mais enfin, on va dire que c'est à peu près cette température-là. Donc 35 degrés, c'est vraiment une température qui est très basse. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on peut avoir quelque chose qui est bleu et chaud? Pourquoi? Parce qu'on va plutôt avoir quelque chose de tiède, en réalité. Alors, la cuisson bleue, ben, elle varie, je dirais, pour être honnête, hein, entre 44 et 48 degrés pour ce qui est de la fourchette habituelle. Ceux qui disent entre 35 et 50, 54 n'ont pas tort, puisque à 54 degrés, la viande n'est pas encore cuite. Mais je dirais que pour être prudent, 44 à 48 degrés, c'est évidemment la température, je dirais, la plus communément admise. Oui, petite précision pour nos auditeurs américains, uniquement pour eux, on parle de degrés Celsius. On parle de degrés Celsius ou centigrades, donc, qui vont de 0 degré température où la glace commence à fondre, et 100 degrés quand l'eau est en ébullition, bien entendu, au niveau de la mer. Ça ne concerne que les Américains, parce que le reste du monde est déjà passé au système métrique et au système métrique. Celsius, oui. Alors, pour avoir une viande bleue, quelles sont les précautions qu'on doit prendre? Ben, tout d'abord, on ne saurait pas faire une viande bleue facilement avec une viande qui serait coupée trop fine. Hein, une viande qui aurait, je dirais, un tout petit doigt d'épaisseur, et encore je mets le plus petit des doigts en épaisseur, c'est quand même très difficile. Hein, donc ce qu'on appellera un steak pelé, c'est très difficile. Et pourtant, j'ai mangé à la Tour Montparnasse à Paris, il y a une quarantaine d'années de cela, un steak bleu qui était tout fin, c'était une entrecôte minute en réalité, et qui était génial parce qu'elle était à la fois bleue et chaude, et je dois reconnaître. Néanmoins, quand on veut le faire chez soi et qu'on n'est pas un professionnel, on passe très rapidement du stade, je dirais, bleu au stade à point, quand c'est un morceau qui est trop fin. Donc ce n'est pas la pièce que je vous conseillerais. Pour faire du bleu, je vous conseille une pièce qui est au moins 3-4 cm d'épaisseur. Comment peut-on faire maintenant pour que ce soit bleu à l'intérieur, donc que ce soit tiède, hein, sans être cuit, et que ce soit néanmoins suffisamment coloré à l'extérieur? Eh bien, il faut mettre sa viande à tempérer. Alors, on ne peut réaliser ça qu'avec des viandes en blocs ou en morceaux, pas avec de la viande hachée, évidemment. N'essayez pas de faire ça avec un hamburger de viande hachée, ce serait dangereux. Pourquoi? Parce que vous auriez un risque de contamination. Quand vous faites un barbecue, j'ai déjà dit, on ne doit pas sortir ces viandes 3 heures à l'avance et les laisser au soleil. Il ne faut pas non plus les retirer du frigo, du réfrigérateur où elles sont à 4 degrés et les cuire directement. Pourquoi? Parce que vous ne sauriez pas amener la température à cœur à une température correcte
sans que votre viande à l'extérieur n'ait des problèmes de cuisson. Donc, moi, je vous conseille, c'est de sortir votre viande une demi-heure à l'avance du réfrigérateur. Bien entendu, elle doit être couverte, filmée, éventuellement même en 2 épaisseurs, pour éviter que les mouches n'aillent s'y balader et y faire de mauvaises choses. La viande doit être mise à température ambiante, mais en aucun cas jamais exposée au soleil. Et alors surtout, une fois qu'on a sorti la viande du réfrigérateur, une demi-heure plus tard, on envisage de la cuire au maximum. On ne la laisse pas traîner pendant 2 heures ou 3 heures et prolonger indéfiniment l'apéritif. Mais donc, une demi-heure sortir sa viande une demi-heure avant, c'est un conseil que j'ai entendu pour n'importe quel type de cuisson de viande. Bien sûr, pour n'importe quel type de cuisson. Mais je dirais que c'est d'autant plus, à faire pour une viande que l'on souhaite manger bleue, parce qu'on doit manger une viande qui soit tempérée à cœur, on est bien d'accord. Oui. Tu veux me dire quand elle est à la température de la pièce qui est quoi, 20, 22 degrés, c'est plus facile de la monter à 45, 48 degrés? Évidemment. Oui. Que quand on est à 4 degrés à cœur et qu'il faut la monter à 40 degrés, c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors, comment peut-on faire pour mesurer la température, je dirais, d'une viande? Bon, on vient de parler de la cuisson bleue. Il y a la cuisson saignante, je vais en dire un petit mot. C'est souvent dans la fourchette 50-55 degrés. On considère que 52 degrés est une belle température saignante. Je signale qu'à ce moment-là, la viande n'est pas cuite à cœur non plus. Pourquoi? Parce que la coagulation des protéines ne commence qu'à 56 degrés. Donc, on est juste en deçà de la coagulation des protéines, donc de la cuisson. Et puis, nous avons la cuisson à point. Alors, la cuisson à point, donc j'ai dit que ça commençait à 56 degrés la cuisson d'une viande. Donc, quand on atteint 56 degrés à cœur, on passe progressivement du stade saignant au stade à point. Et on considère que le stade à point, il peut aller jusqu'à 59 degrés, 60 degrés. À partir de là, lorsqu'on arrive à, je dirais, dans la soixantaine des degrés, on arrive au rosé et puis on passe tout de suite au bien cuit. Et on considère que le bien cuit est atteint lorsque la viande atteint 68 à 70 degrés à cœur. Pour le bœuf, je précise. Alors évidemment, ce serait bien simple si on pouvait dire que la température va être identique dans chacune des viandes. Ben non, pas du tout. Ça va dépendre à la fois de la couleur intrinsèque de la viande et surtout, je dirais, de sa texture elle-même. Je vais prendre un exemple. L'agneau, le porc, le veau ont des températures de cuisson qui sont légèrement différentes, tout en ayant les mêmes stades de cuisson. Pourquoi? Parce que leur texture n'est pas la même et parce que le sang qui est présent dans la viande n'est pas exactement le même, ni dans le porc ou dans le poulet que dans le bœuf par exemple. C'est la raison pour laquelle le porc ou le poulet sont des viandes plutôt rosées et que le bœuf est une viande rouge. Et la contenance de graisse aussi peut agir. Mais voilà, tout ça va intervenir. Oui. Il y a à la fois la nature de la fibre, il y a aussi la nature des protéines. On l'oublie un petit peu. La protéine qui constitue une viande de poulet n'est pas la même que la protéine du bœuf, par exemple. La nature des fibres n'est pas la même et la structure même des protéines ne sont pas les mêmes non plus. C'est la raison pour laquelle il y a du bœuf et qu'il y a du poulet, évidemment. Donc tout ça a une importance. Alors, quelles sont les températures maintenant pour le veau? Non, mais la température que tu as donnée là, c'est une température. C'était pour le bœuf. C'est la température en surface, à cœur. Ah non, à cœur. Comment je fais pour voir, moi? Et ça, je vais en parler. Attends. Donc ça, c'est la température à cœur. Alors pour le veau, on considère que la viande est mangeable quand elle est rosée, aux environs de 60 degrés. Lorsqu'elle est à point, on va dire qu'elle doit atteindre 68 degrés. Et bien cuite, elle va dépasser les 70 et aller jusqu'à, bien sûr, davantage, 75, 80 degrés. Quant à l'agneau, lui, qui est une viande qui est un tout petit peu plus rouge que le veau, eh bien, il sera rosé à 63 degrés, il sera à point à 71 et il sera bien cuit à partir de 74. Voilà, ça c'est pour les températures de cuisson des viandes habituelles. Vous allez me dire maintenant, il y a encore un autre aspect, c'est le poulet et c'est le porc. Je déconseille fortement, ce sont des viandes blanches, quoique le porc puisse parfois être une viande rouge, mais je déconseille fortement, c'est de manger, que ce soit le poulet ou le porc, à une température inférieure à 80 degrés. Puis ils sont pas crus. Mais c'est-à-dire que ça sera cuit à une température inférieure, mais ce sont des viandes qui sont quand même sujets à des parasitoses différentes et plus importantes que le bœuf ou éventuellement que l'agneau ou le veau. Donc pour être certain de ne pas avoir de soucis, moi je conseille d'atteindre 80 degrés, surtout lorsque les viandes sont hachées. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais des saucisses de volaille. Oui. Évitez-les si c'est possible, sauf si vous y tenez vraiment. Mais en moins, si vous souhaitez en manger, eh bien vous devez atteindre les 80 degrés. Alors maintenant,
comment fait-on pour juger de la température et surtout de la cuisson? Température, mon Dieu, ce n'est jamais qu'un indicateur parmi d'autres. Il y a un truc qu'on expliquait et qu'on explique d'ailleurs toujours dans les écoles hôtelières, c'est le toucher. Alors, le toucher, un cuisinier professionnel, rien qu'en touchant une viande et quand il a un peu l'habitude, il sait dire, voilà, elle est saignante, elle est à point, elle est bien cuite, elle est rosée, etc. Principalement pour les steaks, non? Alors, c'est entre autres bon pour les steaks. Vous prenez tout simplement votre main droite en l'occurrence, vous avez un pouce et vous avez 4 autres doigts. Si vous avez la main qui est large, donc les doigts qui sont, je dirais, indépendants les uns des autres, et que vous touchez avec l'index de la main gauche le gras de votre pouce, vous avez une sensation de toucher avec une certaine mollesse. Alors ça, c'est lorsqu'une viande est bleue. Donc si vous touchez un steak avec cette sensation-là, votre viande est bleue. Ensuite, si vous pincez sans exagérer avec votre pouce, votre index, et que vous touchez toujours la zone du gras du pouce, là vous avez une viande qui est saignante. Si vous allez plus loin et que vous touchez le doigt principal avec votre pouce, vous avez une viande qui est à point. Et lorsque vous allez plus loin, vous avez une viande qui devient bien cuite. Et vous verrez, c'est assez paradoxal, enfin c'est assez curieux en tout cas, c'est que, je dirais, la consistance du gras du pouce varie entre le premier et le dernier des doigts que vous allez toucher. Et ça, c'est un indicateur qui vous permet de comprendre que lorsqu'on cuit une viande, eh bien, le fait que les protéines coagulent font que la viande devient plus dure, tout simplement. Donc ça, c'est un premier indicateur. Alors maintenant, rien ne vaut le thermomètre. Donc, je vous conseille, si vous faites régulièrement des barbecues, et surtout si vous cuisez des grosses pièces de viande, lorsqu'il s'agit d'un steak, lorsqu'il s'agit d'une saucisse, lorsqu'il s'agit d'un hamburger, bon, on n'est pas obligé d'aller, je dirais, vérifier la température à cœur, parce que on voit bien quand la viande est cuite, quelle est la température qu'elle atteint et si elle est suffisamment cuite. Par contre, lorsqu'on y va avec des côtes à l'os et qu'on n'a pas l'habitude, et qu'on a une côte à l'os de 4 ou 5 cm sur son barbecue, comment être sûr qu'elle est soit bleue, soit saignante, soit à point? Je ne conseille pas de manger une côte à l'os bien cuite, soyons honnêtes. Eh bien, vous achetez un petit thermomètre. On trouve maintenant des thermomètres sonde à aiguille pour une dizaine d'euros, donc ce n'est pas un gros investissement, et même moins. Enfin, il y a quand même une question de qualité. Hein, prenez un thermomètre correct. À ce moment-là, quelle est la manière de piquer? On ne pique pas par le dessus. On pique, si c'est possible, latéralement. Hein? Ah oui. On pique latéralement pour être dans l'épaisseur de la viande et vraiment au milieu de la pièce de viande. Parce que si vous piquez par au-dessus, d'abord, premièrement, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez passer par une zone plus chaude et que votre aiguille va se réchauffer. Et deuxièmement, vous ne savez pas si avec la pointe de l'aiguille, vous êtes bien au centre de la viande ou si vous êtes, par exemple, à 40% de la viande et non pas à 50% au milieu. Parce qu'on a traversé qu'on ne sait pas trop où on est. Donc, le mieux, c'est de piquer latéralement, hein, donc dans l'épaisseur de la viande, mais non pas par le dessus ni par le dessous, de piquer latéralement. Alors, vous la laissez pendant, je vais dire, 15-20 secondes. Vous voyez quelle est la température qui s'affiche. Et là, vous avez une bonne idée, donc, de la cuisson que vous avez atteint à ce moment-là. Oui, bon, moi j'ai acheté un thermomètre comme ça qui va jusqu'à 300 degrés pour moins de 10 euros. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode. J'en suis très content en tout cas. Maintenant, ça vaut presque plus rien. Il y a des thermomètres professionnels qui coûtent dans les 50-60 euros. Évidemment. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, pas pour l'amateur. Bon, moi j'avais un thermomètre qui était un thermomètre qui coûtait quasiment 1000 euros. Hein. Il pouvait aller de moins 150 degrés jusqu'à 1200 degrés, je pense. Avec en plus une graduation au dixième de degré près. Il avait une double fonction à la fois par sonde, mais également par infrarouge. Donc on pouvait prendre la température d'un aliment sans même le toucher. Hein. On pouvait le prendre à 1 mètre de distance. Et c'est un thermomètre professionnel parce qu'il était standardisé. Mais ça s'était fait dans un laboratoire. Il avait véritablement été homologué. Étalonné et tout, ouais. Étalonné, voilà. Et c'est un thermomètre qui est utilisé par les visiteurs des organismes d'État qui vérifient la qualité des températures. Donc vous pouvez très bien, avec ce thermomètre-là, prendre la température d'un aliment qui est à 2-3 mètres de vous et le faire en toute discrétion, par exemple. Et vous avez donc même au travers d'une vitre, hein, vous avez donc la température en surface de l'aliment, bien entendu par l'interne, mais en surface, avec la partie infrarouge, c'est quand même très intéressant. Ouais, moi j'ai acheté aussi un thermomètre infrarouge pour une 20aine d'euros. Maintenant, tu en as des modèles qui sont très, très abordables aussi.
qui permettent de Mais prendre la ce qu'il y a, c'est température qu'ils ne sont jusqu'à 3 peut-être mètres. pas extrêmement étalonnés, c'est ça le problème. Hein, si on veut un étalonnage parfait, maintenant, Ouais. maintenant, bon, pour l'amateur, même ce une n'est marge pas d'erreur de agréable. 10%, au lieu d'avoir 27, j'ai 25, ou l'inverse, Oui, voilà, c'est ça. ça va encore, quoi. Mais une fois qu'on a, disons, qu'on sait comment on aime manger sa viande, hein, que ce soit une viande blanche, que ce soit une viande rouge, quand on sait comment on aime la manger en famille, par exemple, hein, et qu'avec le thermomètre qu'on a, on sait qu'elle doit être, par exemple, à 58 degrés. Ben, quelle que soit la marge d'erreur qu'il puisse y avoir au thermomètre qu'on a acheté, si on sait qu'on a besoin de 58 degrés à son thermomètre, ben, chaque fois qu'on a 58 degrés, on sait que la viande est à la cuisson qu'on souhaite, et c'est parfait. N'oublions pas maintenant que les viandes, idéalement, doivent toujours reposer un peu après avoir été cuites. Pourquoi? Parce que la chaleur doit se diffuser. Ça, c'est un élément dont on ne tient pas suffisamment compte, hein, parce que quand on fait un barbecue, évidemment, hein, on a faim, on a les saucisses qui sont ou la côte à l'os qui est sur le grill, on n'a qu'une envie, ben, c'est qu'une fois qu'elle est retournée, hein, c'est d'attendre encore 5 minutes, et puis on la prend, on la découpe et on la mange. Ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Mais idéalement, on devrait pouvoir la mettre sur un plat, l'entourer avec une feuille de papier aluminium pliée en deux, et la laisser reposer une dizaine de minutes, histoire que la chaleur s'homogénise à l'intérieur de la viande. Ça, c'est quand même un point important. Alors, j'ai une question. Les points de cuisson, est-ce que la température de cuisson est influencée par le fait que la viande a été marinée avant? Alors, moi je dirais plutôt que ça va dépendre de la température de la marinade. Si la température de la marinade est à température ambiante, forcément, la viande va être plus vite cuite et plus vite à température à cœur. Si maintenant la marinade, et vous avez mis votre viande à mariner au réfrigérateur et vous l'y laissez jusqu'au moment de l'utiliser, forcément vous vous retrouvez dans une situation où vous n'auriez pas sorti la viande suffisamment tôt. Alors, autre effet de la marinade, c'est un effet attendrisseur sur la viande. Et forcément, s'il y a un effet attendrisseur, ça va jouer, je dirais, ça va donner une impression de cuisson différente. Et ça cuit normalement plus facilement et mieux, hein, si la viande est légèrement marinée. D'autant plus qu'on peut ajouter dans la marinade un tout petit peu de bicarbonate de soude, très très peu, à une pincée, qui lui va avoir comme effet d'attendrir la viande de toute façon. Donc j'imagine que les températures que tu as données pour les types de viande sont valables aussi pour que ce soit en saucisse ou en brochette ou en hamburger. Ah ben dans le cas des saucisses par exemple, ce sont souvent des saucisses qui sont à base de porc ou éventuellement de volaille. Là il faut atteindre les 80 degrés à cœur. Hein. Mais et pour les viandes exotiques hein, comme le kangourou, le crocodile, l'autruche? Je vais prendre un exemple. Toutes les viandes rouges de type autruche, de type kangourou vont se cuire, le gnou éventuellement, hein, ça existe, vont se cuire exactement le bison. Hein, on oublie parfois un peu le bison. Oui, mais ici je parle plutôt, disons, du bison, etc. Oui. Qui ressemblent plus au bœuf, vont se cuire exactement selon le même mode de cuisson que le bœuf. Alors, tout ce qui est biche, tout ce qui est chevreuil, etc., va se cuire plutôt, je dirais, plutôt comme l'agneau. Hein, mais généralement, maintenant, l'habitude, c'est quand même de manger le gibier, on va dire, entre guillemets, saignant. Avant, on le mangeait rosé ou bien cuit. Maintenant, on va plutôt le manger de type saignant. Hein. Oui. Et si ce sont des animaux sauvages que nous avons été chassés avec nos petites mains, genre... ben, ça ne change. Ah, le lapin. Ben, le lapin, lui, c'est une viande blanche, on va le cuire un petit peu comme le porc. Hein. Okay. Ou éventuellement comme le veau. Parce que le lapin... Le problème du lapin, c'est que ce n'est pas une cuisson qui est très très adaptée, à part la cuisse et éventuellement le rable au barbecue. Le lapin a une chair un petit peu plus filandreuse, surtout si c'est un lapin sauvage, un lapin de garenne. Hein. Et lui, à ce moment-là, disons qu'une cuisson très rapide, c'est pas ce qui lui réussit le mieux. Une cuisse de lapin, pour bien faire, elle doit être cuite braisée et ça doit durer au moins une bonne heure. Hein. On dit toujours que le lapin, il est bon, c'est quand l'os se détache de la viande. Alors là, tu as parlé des viandes, donc les pièces de viande nobles, mais est-ce qu'on cuisine aussi les abats au barbecue? Tout à fait, les abats se cuisinent. Maintenant, je prends un exemple, hein, l'andouillette, qui est un abat particulièrement couru chez nos amis français, se cuisine très très bien au barbecue avec une sauce moutarde par exemple. Et il faut compter quelle température pour être certain que ce soit bien cuit? Même chose, c'est comme pour toute la viande de porc, hein, on va dire qu'on doit atteindre les 80 degrés à cœur. Ok, donc on pourrait faire des rognons, des riz de veau, de la cervelle? Bien sûr, on peut faire de la cervelle peut-être pas, mais du riz de veau. Non, parce que la cervelle sur le barbecue c'est quand même très fragile. Hein. Donc
Faire la cervelle grillée, oui, mais pas sur un barbecue, plutôt sur un grill, je dirais où il n'y a pas de trou. Hein? Oui. Okay. Ou éventuellement sur une plancha ou quelque chose comme ça. Mais la cervelle sur un vrai barbecue, avec un espace un petit peu important entre les grilles, la cervelle risque de passer au travers étant donné qu'elle est très fragile. Hein. Le riz de veau, si ce sont des morceaux conséquents, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai oublié de parler du poisson. Mais j'allais venir à ça, aux crustacés et aux poissons. Alors, bien sûr, les crustacés et les poissons se cuisent sans aucun problème au barbecue. Si on prend le cas d'un morceau de poisson, on considère qu'il est suffisamment cuit à 52 degrés à cœur. Et n'oublions pas que tous les poissons, que ce soit des poissons blancs, que ce soit du saumon par exemple, mais je dirais que c'est encore plus le cas pour le saumon. Un poisson blanc doit être cuit correctement. Mais un saumon peut se manger, je dirais, avec un équivalent de cuisson qui serait le à point. Hein. Or, le poisson a une chair beaucoup plus tendre. Il ne faut pas le cuire aussi fort pour qu'il devienne sec. Sinon, ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable à manger. Donc, quand vous mettez un morceau de poisson sur le grill, vous le sentez du bout des doigts. Et il doit rester un peu mou à cœur, sinon il est trop cuit, il n'est pas bon. N'oublions pas non plus que le thon et l'espadon, hein, le thon est un poisson à chair rouge. L'espadon est plutôt un poisson à chair, disons, claire. On va considérer qu'on va cuire le thon comme s'il s'agissait d'un morceau de bœuf et qu'on va cuire l'espadon comme s'il s'agissait d'un morceau de veau. Ah oui. Donc, les règles que je viens de dire tout à l'heure pour le veau au niveau des températures ou pour le bœuf sont à respecter pour le thon et pour l'espadon. Hein, donc, l'un, c'est viande blanche, l'autre, ce serait plutôt viande rouge. Et le 52 degrés, c'est une température, quels que soient les poissons, d'eau douce ou de mer? Oui, ben je vais dire que là, ça c'est la température de cuisson, par exemple lorsque l'on cuit une truite, lorsqu'on cuit une sole. On parle maintenant d'une cuisson rosée à l'arête. Hein. Donc quand on prend par exemple une sole qui a 4 filets, qui est un poisson plat, et qu'on soulève les filets lorsqu'on cuit la sole entière, à la jonction entre, disons, la partie du filet et l'arête centrale, il y a souvent des petites traces de sang. Alors, on considère maintenant qu'une cuisson correcte est une cuisson rosée à l'arête. À l'époque où je faisais mes études, une cuisson, quand elle était rosée à l'arête, elle était pénalisée parce qu'elle n'était pas suffisamment cuite. On disait, il ne faut plus que ce soit rosé à l'arête. Donc, en quelques décennies, puisque je ne suis quand même pas sorti de l'école il y a 2 ans, on a, disons, baissé les points de cuisson des produits de manière assez importante. Dis-moi, les poissons, c'est comme les viandes, faut les sortir 2 heures avant, une demi-heure avant? Non. Disons que, là, on va dire, parce que souvent les poissons sont plus petits que les viandes, hein, ils sont plus fins. Moi, je dirais qu'en les sortant un quart d'heure, 20 minutes avant, et toujours, bien sûr, en les gardant couverts avec un papier film, au minimum en double épaisseur pour éviter l'intrusion des mouches. Hein. Alors, faut savoir que la période de barbecue, généralement, elle dépasse aussi un petit peu sur l'ouverture de la pêche. Et je sais qu'il y en a qui sont très tentés comme ça d'aller pêcher des poissons et d'aller les manger. Donc, il faut quand même bien vider son poisson avant de le mettre sur le barbecue entier, j'imagine. Alors, en principe, on vide les poissons. Maintenant, les amateurs de sardines ne les vident pas, hein, ils les cuisent entières. Pourquoi? Et on mange les boyaux? Ah, je n'ai pas dit qu'on mangeait les boyaux. Je dirais plutôt qu'on ne vide pas. Bon, maintenant, toutes les sardines que vous trouverez dans le commerce sont des sardines vidées, hein. Mais traditionnellement, la sardine se cuisait sans avoir été vidée. Elle était bien sûr nettoyée. On enlevait un peu les écailles, je dirais, qui venaient comme ça facilement. Mais on mettait la sardine entière sur le grill, hein, anciennement. Oui, ça sentait bon comme ça. Donc, je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on mange beaucoup au Portugal, non? Mais qu'on mange beaucoup, c'est-à-dire que il y a les sardines du Portugal, mais seulement on ne les fait pas vraiment au barbecue, on les fait plutôt à la plancha, les sardines. Hein. Alors pour ceux qui sont déjà allés à la foire du Midi en plein mois de juillet et en plein mois d'août à Bruxelles, il y a des endroits là où on a des bars à sardines. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là, Marc. Non, écoute, à la foire du Midi. Et là, ça sent la sardine pendant des dizaines de mètres le long de la foire. J'habitais pas loin du quartier portugais. Il y a un lieu magique qui à Bruxelles. Ça s'appelle la Place Flagey. Alors déjà, il y a une baraque à frites dessus qui est pour moi une des meilleures de Belgique. Une très renommée. Hein. Oui. Et puis d'un côté de la place Flagey, tu as les étangs d'Ixelles. C'est une énorme place. D'un côté, vous avez des étangs qui sont bordés par les maisons les plus chics de toute la capitale. Oui, je crois qu'il y a même Bernard Tapie qui avait son domicile là tout un temps. Ah ben ça a été, disons, pas mal squatté, si je peux dire, par les Français, la colonie française de Bruxelles. Hein. Par les évadés fiscaux. Oui, tout à fait.
de l'autre côté, tu avais des communautés, des quartiers à forte minorité, et tu avais aussi le début du quartier portugais, où il y avait quand même pas mal de bars et de cafés et restaurants portugais. Donc pendant la Coupe du Monde, quand le Portugal gagnait, Ouh là il y avait pas là, moyen il y a de du dormir. monde. Hein. Et chaque année, tu as la braderie. C'est un peu comme la braderie de Lille, pour donner référence aux Français. Et chaque année, je crois que c'était le deuxième week-end de septembre, tu avais la braderie. Et dans la rue où il y avait tous les restaurants portugais, tu avais comme ça plusieurs qui avaient sorti le barbecue, qui était le demi-baril avec le charbon, et puis qui grillaient les sardines, et ça faisait une fumée et une odeur de sardines. Oh là là, je me souviens que rien que le fait de passer par là, avec le vent, tu avais le nuage qui restait comme ça, qui traversait la foule, tu en avais les vêtements qui sentaient. Bon, apparemment, ça plaisait à beaucoup de monde parce que les gens se massaient là-devant, mais l'odeur, personnellement, je trouvais ça un petit peu fort. C'est un peu fort, voilà, ouais. Exactement. Voilà. Mais sinon, moi j'avais entendu aussi dire que si on voulait préparer de la truite, il fallait pas la manger le jour où on l'a pêchée, il fallait la laisser reposer une journée. Effectivement. Maintenant, on dit ça d'un autre côté, lorsqu'on prépare une truite au bleu, on la pêche, on la nettoie, enfin on la vide en tout cas, on ne la lave pas, on ne fait que la rincer, mais sans exagérer, simplement pour qu'elle soit propre, et on la cuisine immédiatement. Hein. Alors c'est la raison pour laquelle lorsqu'une truite est fraîche, ça c'est un petit truc. Hein. Si vous voulez savoir, lorsque vous allez au restaurant et que vous commandez une truite au bleu, si elle est véritablement fraîche, une truite au bleu qui est fraîche, elle se casse. Et ce n'est pas le cas pour une truite qui a été abattue précocement. Ah oui. Moi, j'ai entendu dire que si tu la cuis très peu de temps après l'avoir pêchée, c'est-à-dire dans les heures qui suivent, elle crolle comme ça, elle courbe. Ah ben voilà, c'est ça, elle courbe exactement, elle courbe au point de se casser quelquefois. Elle reste pas plate dans la poêle ou sur le barbecue. Donc, alors c'est une des raisons pour lesquelles justement, pour des raisons de présentation, lorsqu'on a des truites à faire au restaurant, bon, soit qu'on achète les truites à un poissonnier, soit qu'on a un vivier chez soi, évidemment, hein, j'ai connu ce genre de restaurant. Lorsqu'on prépare des truites aux amandes et qu'elles doivent avoir une belle présentation, on les tue à l'avance, on les nettoie bien entendu et on les garde dans son réfrigérateur. Et lorsque le client demande une truite au bleu, forcément, elle doit être abattue quelques minutes avant d'être cuisinée. Alors là, évidemment, c'est un des critères qui permet de reconnaître la véritable truite au bleu, c'est que lorsqu'on la met dans le courbouillon, eh bien, elle se tord et elle se casse éventuellement. Ok. Mais dis-moi, pour continuer à parler des barbecues, on n'a pas encore parlé de la cuisson des crustacés du type homard et langouste non plus. Moi, je voulais passer d'abord par les coquillages. Est-ce que les escargots, les bulots, les caricoles... Bon, ce ne sont pas des choses qui se font habituellement, il faut reconnaître. Par contre, je dirais qu'au niveau des escargots, des caricoles, ce qu'on peut très bien faire, c'est utiliser, parce que ça cuit comme assez longtemps, hein, c'est utiliser des produits qui ont été pré-cuits, hein, et puis après on peut les entourer avec une barre de lard, et à ce moment-là faire des brochettes et les passer au barbecue. Mais on ne fera que réchauffer l'intérieur, mais plus vraiment le cuire. Hein, par contre, on va rissoler le lard, et là il n'y a aucun problème. Ce qu'on peut également faire, ce sont des brochettes de coquilles Saint-Jacques. Là, il n'y a pas de problème pour les mettre au barbecue, avec une petite barre de lard qui va les protéger et qui va leur donner en plus un bon goût. Donc les coquilles Saint-Jacques, je les enfile crues et je les cuis comme ça? Oui, mais seulement petite barre de lard autour quand même, c'est mieux. Parce que la coquille Saint-Jacques, que ce soit à la poêle ou au barbecue, elle va aller très très vite à cuire. On considère qu'il faut 2 minutes de chaque côté. Donc juste de quoi colorer de lard sur une face puis sur l'autre et c'est terminé, c'est suffisant. J'enlève le corail. On enlève le corail et on enlève même le petit, je dirais ce n'est pas un muscle, c'est plutôt une espèce de gaine qui entoure la coquille Saint-Jacques sur le côté. Et qui est un peu filandreuse, ça on doit l'enlever. Oui, alors les crustacés maintenant. Alors les crustacés. Bon, généralement, que ce soit le homard ou la langouste, on les cuit coupés en deux dans le sens de la longueur. Ok. Alors, on les cuit d'abord? On les cuit d'abord? Non, alors, bon, normalement, ça peut se faire carrément à cru. Hein. Donc, on peut très bien mettre le homard ou mettre la langouste sur la planche. On le coupe, vous allez me dire, on le coupe vivant, forcément, on le coupe en deux. On peut très bien tuer l'animal avant en enfonçant la lame du couteau, la pointe vers le bas, à l'endroit où le homard a une espèce de croix sur le céphalothorax, hein. À ce moment-là, on le tue, oui. Et puis, en fait, on le fait en même temps qu'on le coupe. Hein. En réalité, on enfonce la pointe du couteau, on tue le homard, et le couteau descend en se mettant à plat à l'horizontale, et on le coupe en deux. Hein. Alors, comment fait-on? Une fois qu'on a coupé le homard, on n'oublie pas, c'est d'enlever, je dirais, ce qu'on appelle le boyau, mais qui est en réalité
je dirais un boyau noirâtre qui parcourt toutes les chines de la bête, et on enlève également ce qu'on appelle la poche à gravier, qui se trouve également dans le céphalothorax. Ou alors on achète une queue de langoustine ou une queue de homard. On achète une queue de langoustine ou de langouste ou de homard qui est déjà pré-cuite, mais enfin d'habitude ça se prépare avec le homard ou la langouste crue. N'oublions pas qu'on doit quand même huiler un petit peu et qu'on gagne toujours, je dirais, à préparer une marinade courte, et ça j'en reparlerai dans un prochain épisode, à badigeonner la bête avec la marinade avant de la poser comme ça à sec sur le grill. Vous ne risquez qu'une chose à poser la bête à sec sur le grill, c'est avoir quelque chose qui soit trop cuit, qui soit sec et qui soit filandreux, et ce n'est pas une bonne idée, évidemment. Décortiquer avant ou après? Ah non, décortique après. Ok. Et il y a une température particulière à suivre, ou comment est-ce qu'on voit que c'est cuit? Vous allez suivre à ce moment-là la même règle que pour le poisson, hein, entre 50 et 55 degrés à cœur de la cuisson. Généralement, c'est quand même la couleur qui va vous donner l'indication, hein. Maintenant, mon avis, c'est un petit peu un produit de snobisme. Moi, je garderais le homard pour le réserver une préparation noble avec une autre cuisson que le barbecue. Et puis, je garderais quand même le barbecue pour la belle pièce de viande. Je ne mélangerai pas trop les gens à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime beaucoup sur le barbecue, c'est le brochet de scampi. Ah, voilà. Donc, queue de crevettes géantes, gambas. Les brochettes de scampi, c'est très bien aussi. Là, je vous donnerai des marinades spécifiques pour les poissons et les crustacés. Je suis pas trop non plus pour dire multiplier les produits. Je pense qu'on peut très bien faire un super barbecue avec, par exemple, uniquement des poissons un jour et faire des viandes un autre jour. Hein, mais ne pas mélanger au cours du même barbecue à la fois du poisson, de la viande, de la volaille, des merguez, des saucisses. Enfin, je n'apprécie pas trop quand il y a comme ça pléthore de produits, parce que tous les goûts finissent par se mélanger. Alors on croit finalement qu'on fait quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il faut faire une belle entrée froide qui précède le barbecue si on veut vraiment faire une entrée. Et puis après ça, la viande. Éventuellement, pourquoi pas un fromage au barbecue, ça se fait. Pourquoi pas non plus des brochettes de fruits au barbecue, ça se fait. Mais il faut quand même être honnête, hein. Cuire une brochette de fruits exotiques après avoir cuit des sardines sur le même barbecue, c'est quand même pas très heureux, hein. Oui. Puis il faut penser aussi à celui qui va nettoyer la grille. Ben oui. Et puis, mais je vous dis, hein, vous allez avoir une grille qui va forcément être encrassée par les premiers produits qu'on a cuisinés. Et puis vous allez déposer une brochette d'ananas et de papaye là où vous avez cuit du poisson qui parfois sent un peu fort. Bon, ça va pas. C'est pas très gastronomique en fait. En effet. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qu'on peut cuire sur le barbecue? Il y a tous les légumes aussi, hein. Oui. Les légumes, il n'y a pas trop de risque à manger des légumes crus quand même. Non, mais enfin, c'est la mode aussi de cuire les légumes au barbecue. Alors ça, c'est une question de goût, hein. Personnellement, je trouve que les légumes ne se prêtent pas ultra à être cuits au barbecue. Qu'est-ce qu'on peut cuire comme légumes au barbecue? On peut cuire des légumes de type poivron, de type asperge, de type courgette. Les pommes de terre, bien entendu, mais c'est plutôt à ce moment-là les réchauffer. Alors comment pourrait-on faire si on veut vraiment cuire les pommes de terre, je dirais, au barbecue? En fait, on doit les cuire dans la cendre, hein. Donc, on prend des pommes de terre qui sont crues, de préférence des pommes de terre calibrées, ni trop grosses ni trop petites. On les lave, on ne les épluche pas, et on les emballe avec du papier aluminium, hein, et on les dépose dans la cendre chaude. Donc là, c'est vraiment une cendre qui doit être en train de refroidir, et on les recouvre. Donc il doit y avoir une épaisseur de cendre en dessous. Elles doivent être, je dirais, entourées de cendre, et il doit également y avoir de la cendre pendant la cuisson, sur 2 ou 3 centimètres au moins d'épaisseur au-dessus de la pomme de terre, hein. Et là, il faut considérer un temps de cuisson d'à peu près 1 heure. Donc, il est quasiment impossible de réaliser une cuisson vraie de pommes de terre au barbecue en même temps qu'on cuit les viandes. Pourquoi? Parce que les pommes de terre ne se cuisent que dans le stade ultime du barbecue, c'est-à-dire quand ils commencent à refroidir. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On cuit des pommes de terre, je dirais au préalable à l'eau, hein, tout en les gardant dans leur peau. On les emballe avec un aluminium et on les met souvent dans la cendre ou sur le barbecue pour les réchauffer. Mais c'est très très rare quand on les cuit réellement au barbecue dans la cendre. Ce qu'on fait également, c'est de la truffe qui peut être cuite sous la cendre, hein, donc même chose, mais ça c'est vraiment un produit de luxe, un produit, je dirais,
gens fortunés. Hein. On choisit chacun une belle truffe grosse comme un œuf. Hein, c'est ce qu'on faisait anciennement. On l'emballe d'un papier aluminium et on la cuit également sous la cendre. Bon, autant vous dire que ce plaisir-là, il est quand même révolu pour beaucoup de monde. Hein. Alors, le caviar, ça se fait au barbecue? Non, le caviar, en principe, ne se fait pas au barbecue. Mais par contre, l'esturgeon, oui, hein, rien n'interdit d'enlever la poche de caviar à la pauvre petite bête et puis après de mettre, je dirais, la partie la moins noble sur le barbecue et de le cuire et de le manger, évidemment. Ok. Mais voilà, je ne sais pas, j'espère que toutes ces indications de température n'auront pas trop désarçonné nos auditeurs parce que ça a été dit un petit peu à la va-vite. Ce qu'il faut comprendre, et je vais faire un petit résumé, hein, c'est qu'en fait, la cuisson, qu'est-ce que c'est? C'est une coagulation de protéines. La coagulation des protéines, elle commence à 56 degrés. Donc, dès le moment où vous êtes à une température inférieure à 56 degrés, vous êtes d'abord dans le bleu et ensuite vous êtes dans le saignant. Quand on dit le saignant et le bleu, il va de soi qu'on parle de température à cœur, puisque l'extérieur aura été caramélisé, aura été cuit davantage. Et lorsque vous dépassez 56 degrés, vous allez passer du saignant à la pointe, et puis après au bien cuit, lorsque vous arrivez, selon les viandes, dans des températures qui vont dépasser 60 degrés et qui vont aller jusqu'à 80 degrés pour les viandes que vous devez cuire, je dirais, de manière intense, à cœur, à savoir le porc et les volailles de type poulet. Je viens de résumer ici en une phrase ou deux, je dirais tout ce qui a été dit antérieurement. Voilà, donc 56 degrés minimum, 80 degrés pour les viandes hachées, viande hachée et saucisses. viande de volaille et saucisses, voilà. Voilà, donc on craint rien si on est au-dessus de 56 degrés. Ah, on ne craint rien pour ce qui est du bœuf. Maintenant, pour le poulet et pour les saucisses de volaille, 56 degrés, ce n'est pas suffisant. Là, par contre, vous pouvez craindre. Hein. Ok. Ou alors, on peut toujours les pré-cuire, les saucisses, de toute façon. Alors, on peut toujours les pré-cuire. Maintenant, à ce moment-là, comment fait-on? On peut très bien les pré-cuire, à ce moment-là, dans un liquide. Hein. Ne les pré-cuisez pas, par exemple, à la poêle. Sinon, vous allez donner une coloration. Au four? Non, moi, je conseillerais de les pré-cuire en les faisant pocher légèrement dans un bouillon. Vous prenez un bouillon de viande que vous avez réalisé, je dirais, avec un cube, par exemple. Hein. Vous écrasez, vous mettez donc votre bouillon, vous l'écrasez donc votre cube entre vos doigts, vous partez à l'eau froide, et puis vous amenez un léger frémissement. À la limite, vous n'amèneriez encore qu'à 80 degrés que ce serait suffisant. Hein? Oui. Alors vous laissez comme ça frémir pendant un quart d'heure à peu près pour les saucisses. Vous êtes sûr que vos saucisses seront cuites à cœur à 80 degrés, il n'y a pas de problème. Et puis après, vous n'avez plus qu'à les égoutter. Hein, les repasser un tout petit peu à l'huile, vous les mettez sur le barbecue, vous leur donnez une belle couleur. Là, il n'y a aucun problème, vous êtes sûr que vous ne courez aucun risque. Donc un quart d'heure dans un bouillon. Dans un bouillon à très 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 léger frémissement. Et si vous avez un thermomètre et que vous vérifiez que vous êtes à 80 degrés, vous laissez un quart d'heure dedans à 80 degrés, votre saucisse va être à 80 degrés à cœur, il n'y a aucun problème. On peut faire pareil pour les hamburgers? Non, parce que le hamburger n'étant pas maintenu par une peau, il va se défaire dans le bouillon, évidemment. Alors, comment est-ce que je fais pour pré-cuire mon hamburger? Un hamburger, il ne se pré-cuit pas. Hein, parce qu'un hamburger, si c'est un hamburger, alors attention, il y a des hamburgers de plusieurs types. Hein, il y a les hamburgers pur bœuf et il y a le hamburger où on mélange du porc avec. Hein, oui. Parfois même des hamburgers de porc ou des hamburgers de volaille. Si on est dans le produit qui est un hamburger de bœuf pur, vous le cuisez exactement comme un steak. Dès le moment où vous êtes à 56 degrés, il est encore, je dirais, entre le saignant et la pointe. Il n'y a aucun problème, il peut se manger à cette température-là. Hein. Le problème, c'est pour les viandes hachées qu'on a laissées, je dirais, exposées à la température au soleil pendant 1 heure, dont on n'est pas toujours sûr de la fraîcheur. Lorsque le hamburger contient d'autres viandes que le bœuf, etc. Là, à ce moment-là, on court des risques. Mais si c'est un hamburger pur bœuf, qui a été gardé dans de bonnes conditions, il n'y a aucun problème, il peut se manger saignant, il y a vraiment aucun danger. Hein. Et si je le mets au four, genre une vingtaine de minutes à 80 degrés? Oui, mais ça ne se fait pas, on travaille, bon, c'est pas interdit, mais je veux dire que ça ne se pratique pas. Hein. On ne le fait jamais comme ça. Ah. Tu sais, j'aime bien me compliquer la vie parfois. Hein. Oui. Mais enfin, bon, je vais dire que je ne l'ai jamais vu faire et je ne vois pas plus que ça l'opportunité de le faire. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un hamburger qui va être pré-cuit à l'avance, qu'on va remettre sur le grill et au final, il va être très sec. Hein. Or, un hamburger, on aime bien le manger, c'est quand il est moelleux. J'ai même mangé un hamburger extraordinaire. C'était donc un endroit où nous sommes allés déjà ensemble tous les deux. Et c'était un hamburger cuit à l'unilatéral. Hein. Alors, j'ai trouvé... Alors, d'un seul côté. Ah. Alors, il y avait un mélange de jeunes oignons, d'échalotes et de persil assaisonnés, hachés,
qui recouvrait le hamburger. Alors il avait été cuit de la manière suivante. On le mettait dans un cercle en inox, de manière à ce que ce qui est au-dessus ne se répande pas partout. Hein. Donc c'était cuit sur non pas sur un grill de barbecue, mais dans une poêle. Hein. Donc un peu de matière grasse. Le hamburger déposé dans son cercle et à la taille évidemment du cercle qui le contenait. Au-dessus ce mélange, donc comme j'expliquais, donc oignons, échalotes hachées finement, un peu de persil, du sel et du poivre. Hein. On faisait une couche d'à peu près 1 centimètre au-dessus et puis il était mis à cuire. Et ensuite il était servi tel quel. Hein. Donc bien sûr on enlevait le cercle, servi avec des frites. Et cette cette combinaison de viande qui est à la fois cuite et crue est extraordinaire. C'est génial. C'est vraiment superbe comme texture et c'est surprenant. Et je dois reconnaître que c'est pas mauvais du tout. Et on cuit comme ça toute une série de choses à l'unilatéral. Hein. Le saumon est un poisson qu'on cuit à l'unilatéral. Donc on le cuit sur peau. Bien sûr, c'est le côté peau qui est mis à cuire, hein, pas l'inverse. La peau a bien entendu été nettoyée et été grattée de ses écailles. Et alors on laisse le côté le dessus qui est à peine cuit, puisque forcément la chaleur a dû venir par le bas, hein, et a dû forcément progresser vers le haut, de sorte que le haut reste quand même toujours un tout petit peu cru. Et c'est super également comme produit. J'ai vu des vidéos sur internet d'une cuisson qu'ils utilisent d'ailleurs en Chine. Je crois que c'est en Chine, où ils plongent le poisson vivant, mais à moitié, ils le cuisent à moitié, donc ils le servent tout de suite après. Oui, il est encore vivant. Il y a encore la moitié qui est vivante et l'autre moitié qui est cuite. C'est un peu glauque comme ça. Oui, en fait, hein, ils le préparent. Donc, ils attrapent le poisson, ils le nettoient, ils grattent les écailles et puis ils donnent directement des coups de couteau dans la partie, je dirais, dans la deuxième moitié qui va vers la queue. Et alors, il faut être très prudent parce qu'évidemment, le poisson, quand on lui plonge la queue dans l'huile bouillante, il remue. Hein. Donc, il plonge comme ça le poisson en le tenant avec un essuie par la tête. Hein, il le plonge pendant quelques secondes dans l'huile bouillante, il retourne tout en le maintenant, et puis il le dépose immédiatement sur le plat. Et de sorte que le poisson, effectivement, a toujours une partie, entre guillemets, qui vit, à savoir la partie de la tête. On met la sauce chaude sur le poisson, hein, et puis on le prend par morceaux hein, dans le plat, et sa gueule continue à bouger, et ses yeux continuent à bouger. Il faut reconnaître qu'à ce niveau-là, les Chinois ne sont pas tristes en torture, que ce soit pour l'être humain ou pour l'animal, et ça c'est vrai que c'est assez particulier. Oui, non, ça c'est même les gens qui sont pas militants de la cause animale peuvent avoir un petit peu des hauts le cœur à penser à ce genre de choses-là. Oui, j'ai vu ce genre de choses. Je trouve ça un peu de mauvais goût, personnellement. Sinon, oui, non, je pensais à autre chose, et j'ai vu ici un barbecue qui a été fait dans une espèce de fancy fair et totalement désorganisé, c'était fait par des amateurs. Tu voyais les gars, ils sortaient la caisse d'hamburgers surgelés et ils les tapaient directement sur le barbecue déjà surgelé. Plutôt encore surgelé. Oui, ils étaient encore... Oui. Mais ils étaient fins, ils faisaient genre peut-être 8 mm d'épaisseur. Mais quand ils sont aussi fins que ça, il n'y a pas trop de problème parce que le fait de les mettre surgelés, ils dégèlent en même temps qu'ils cuisent et ils restent au minimum à point au cœur. Donc c'est pas dramatique. Je veux dire techniquement, bon, c'est pas ce qu'il faut faire, mais enfin, si ça se fait, ce n'est pas un gros problème. Oui. Enfin, bon, ça m'avait laissé un souvenir un peu parce que le gars, en plus, il se lavait pas les mains entre les trucs. Tu le voyais manipuler plein de trucs et puis il plongeait sa main dans la boîte. Oui, maintenant j'ai déjà vu pire. Hein. J'ai déjà vu des stands où on vend des saucissons de toutes les sortes, hein, dans des foires médiévales, etc. Et puis on a le bonhomme qui prend les saucissons en pleine main pour vous les vendre, hein, qui ressort de derrière les bâches, il est allé se soulager, et bien entendu il ne se lave pas les mains en revenant à son commerce. Oui, alors et après il touche l'argent, bon. Hein, il touche l'argent avec la main. Il touche l'argent, il touche ses parties intimes et il touche les saucissons qu'il vous vend. Que tu vas manger, oui. Bon, ouais, faut reconnaître que là je n'ai pas su les manger. Oui, mais t'es pas censé manger la peau non plus, hein. Non, mais enfin bon, le chien a tout eu, quoi. Disons que je ne suis pas tracassé pour le chien. Donc il a mangé du saucisson de canard, de sanglier, de biche et tout ce qu'on veut aux noisettes. Mais moi je n'ai pas mangé des saucissons. Ah, enfin. Ok. Enfin voilà. Bon, on a fait le tour là, je pense. Au niveau de température, nous attendons tout simplement que nos auditeurs nous fassent un petit peu retour de leurs essais. Hein. Alors voilà, si vous avez... Maintenant vous êtes armés pour faire le parfait barbecue. Donc plus d'excuses pour manger de la viande qui est crue à l'intérieur et encore trop cuite et carbonisée à l'extérieur.
J'espère que ça va vous inspirer et vous donner courage de faire vous-même aussi des barbecues. Si vous en faites un, mais n'hésitez pas à venir nous partager la photo sur la page Facebook et puis aussi sur le groupe. Il y a un groupe Facebook Parler Cuisine qui existe. J'ai invité quelques membres et il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont manifestés. Donc, on va envoyer les invitations cet été pour venir participer au groupe. Donc, c'est-à-dire, c'est pas... La différence avec une page, c'est que c'est vraiment un endroit où tout le monde est à pied d'égalité, tout le monde peut poster, partager et dialoguer les uns avec les autres. Et vous êtes susceptible de pouvoir partager, de poser votre question aussi directement sur le groupe. Alors, je vous l'avais dit, vous avez attendu ce moment-là. Si vous voulez obtenir vous aussi la cuillère en bois, Guy, tu as pu manipuler ces cuillères, qu'est-ce que tu en penses? Que du bien. Elles sont bien. Tout à fait. Tu les utilises toi-même? Évidemment. Voilà, donc une cuillère en bois professionnelle, si vous voulez avoir une belle cuillère qui a la classe, sur laquelle vous avez le nom de notre podcast, qui est pyrogravé, que j'ai fait moi-même avec mes petites mains et mon ingéniosité. Je vous l'envoie chez vous, gratuitement. Pour l'avoir, il suffit d'aller... Et pour penser à nous surtout. Bah oui, voilà, chaque fois que vous allez remuer dans votre sauce et que vous allez porter cette cuillère à vos lèvres pour vous goûter comment la sauce est bien épicée, pour rectifier l'assaisonnement. Enfin, moi, personnellement, je mets jamais la cuillère directement dans ma bouche parce que c'est le meilleur moyen de se brûler. Je sors la cuillère et puis je frotte avec mon doigt. Et puis c'est le doigt qui va dans la bouche. Voilà, pour l'avoir, il suffit d'aller mettre une appréciation positive, donc un avis, des étoiles sur iTunes. Que ce soit à partir de votre iPhone, iPad, iPod, donc appareil Apple, vous allez y arriver à travers l'application podcast, ou si vous n'avez rien de tout ça, vous allez à travers le programme, le logiciel iTunes que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement, créer un ID gratuitement. Vous allez sur podcast et puis vous retrouvez notre podcast et c'est très facile à trouver parce qu'il suffit de taper Parler Cuisine et vous allez là laisser un avis sur iTunes positif, donc 5 étoiles. Petite suggestion comme ça. Et surtout, vous laissez un commentaire avec un pseudo. Parce que si vous laissez un commentaire, il va vous demander un pseudo. Vous faites une capture d'écran de ça. Et vous nous envoyez ça par email avec une adresse postale à laquelle on peut vous envoyer cette cuillère. Où que vous soyez dans le monde, vous faites ça dans votre iTunes, la boutique iTunes dans laquelle vous êtes. Parce que ça dépend du pays où vous êtes. Donc ça peut être en Belgique, ça peut être au Luxembourg, en Allemagne, en France, tous les pays quasiment du monde ont une rubrique particulière. Et si vous laissez un avis sur l'iTunes français, ça ne va pas spécialement être visible depuis l'iTunes américain. Je vois qu'on a déjà plus d'une dizaine d'avis. On a plus d'avis sur l'iTunes américain que sur l'iTunes belge, par exemple. Donc, mes chers compatriotes belges, il serait temps de vous réveiller. Et à la clé, vous pouvez recevoir un ustensile de cuisine exclusif par les cuisines. Voilà. Mais avant de se quitter, une fois qu'on a terminé le barbecue, il nous reste le plus intéressant. Enfin, je parle pour moi. Les clients, je parle là. Les convives sont rassasiés. Comme on dit, à ventre plein, midi rompu. Les gens s'en vont. Après avoir mangé un bon barbecue qu'on a fait à la perfection, il nous reste quoi? La vaisselle à ranger et surtout la grille à nettoyer. N'est-ce pas intéressant, ça? Nettoyer les grilles de barbecue. Qui n'aime pas nettoyer? Ah non, ce n'est pas intéressant. Non, je te dis bien, ce n'est pas intéressant. Qui n'aime pas nettoyer les grilles de barbecue? Tout le monde n'aime pas nettoyer les barbecue. Voilà. C'est comme faire la vaisselle. Avant, j'aimais pas faire la vaisselle, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? J'écoute un podcast. Ou j'écoute un livre audio. Je mets les écouteurs et pendant que mes mains sont en train de faire cette basse besogne qui est tellement ennuyeuse, j'ai mes oreilles qui diffusent du texte intéressant, de l'information instructive. Donc écoutez un podcast comme le nôtre et puis un autre podcast de cuisine, il y en a plein qui existent. Et puis si vous en avez marre d'écouter les podcasts, ce que je peux bien comprendre, parce que même moi aussi j'en ai marre de m'écouter moi-même à certains niveaux, ça m'arrive, il existe des livres audio. Et on a toujours cette offre qui est disponible sur le site internet. Vous allez vous inscrire chez audible.fr, parlercuisine.com/audible. Vous avez le lien sur la page sur le site internet, la page, la homepage. La page accueil, voilà, du site parlercuisine.com, ou alors dans les notes de l'épisode, il suffit de les retrouver en fonction de votre lecteur de podcast, vous allez voir, il y a un lien tout en bas. Si vous vous inscrivez en passant par ce lien et que vous téléchargez votre premier livre, il est gratuit. Vous pouvez choisir le livre que vous voulez.
Et si vous cherchez un livre pour l'été qui est sympa, que vous êtes un peu geek comme ça, personnellement, moi je recommande soit la biographie de Steve Jobs, qui fait quand même 20 heures, et quand on a ça gratuit, c'est bien. Ou alors il y a un autre livre très sympa de Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et ce livre, il fait 26 heures. C'est énorme. Très intéressant aussi, et vous pouvez l'avoir gratuit. Bon, vous pouvez aussi l'avoir gratuit si vous allez directement chez Audible, mais si vous passez par le lien que nous avons mis, il n'y a pas d'obligation d'achat. Vous pouvez prendre le livre, vous vous abonnez, et dit le premier mois c'est gratuit, vous prenez les livres, et puis 2 semaines après tu dis finalement je veux pas pour l'abonnement, vous annulez l'abonnement, vous pouvez garder votre livre, il est gratuit. Eh bien nous, Audible, ils nous versent un petit peu d'argent. Pas beaucoup, mais petite commission. Vous, ça vous coûtera rien de plus. Voilà. C'est juste comme ça. Vous cherchez quelque chose à faire pour l'été, vous pouvez télécharger un livre audio dans votre appareil de lecteur, que ce soit un téléphone, une tablette, même sur ordinateur, sur votre lecteur MP3 si vous écoutez encore avec ça, ou alors vous pouvez tout simplement télécharger des podcasts. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Voilà, et la semaine prochaine, Guy, tu vas nous parler de quoi ? Bon, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler des épices et des marinades. Donc voilà, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'à la semaine prochaine, à bientôt. À bientôt, au revoir.